Il était arrivé là où le fleuve nourrit certains et détruit lentement tous les autres. Son but était de montrer la vérité sur la ruée vers l'or. Mais ceux qui déchirent le lit de la rivière n'ont que faire de la vérité. Quelques jours après sa première rencontre sur le Tapajós, ces traces commenceraient à se dissoudre dans l'eau aussi vite que le mercure se mêle à la vase. Jean-Paul Martin, 34 ans, voyageur et photographe habitué à travailler seul. Il croyait que la caméra n'était pas qu'une lentille et un capteur, mais une responsabilité. Filmer, c'était témoigner. Son nouveau projet devait être le plus important, un documentaire sur la façon dont l'extraction illégale d'or transforme l'Amazonie. Pas de manière abstraite, mais ici et maintenant, sur les affluents du Tapajós, où des dizaines de plateformes flottantes fouillent le lit, laissant derrière elles une eau grise, des berges éventrées et des villages où le poisson n'a plus odeur de rivière. Il avait atterri dans l'état du Pará sans équipe ni annonce tapageuse. Un seul sac à dos, une valise rigide avec ses objectifs, un drone de poche, un dictaphone et des carnets. Son plan était simple. Une semaine de repérage, une semaine de tournage, puis retour à Santarém et vol de correspondance. N'importe quelle partie de ce plan se révélerait fausse dès les premières 24 heures. L'aube sur le débarcadère commençait par le vacarme des moteurs. Les pirogues à fond plat remontaient le courant, chargés de jerrycans et de bâches. Le propriétaire de la petite station nautique, un homme maigre au visage buriné par le soleil, lui proposa un pilote. Jean-Paul refusa. Il voulait se fondre parmi ceux qui vivent ici sans attirer l'attention. On lui montra la voie d'eau sur une carte, longer la rive droite jusqu'à la première anse, puis emprunter un bras menant au mouillage des pontons. Un étranger qui pose trop de questions est toujours un risque. Mais on le prit pour un journaliste venu de loin qui repartirait vite. Il souriait en notant « Niveau d'eau élevé, visibilité mauvaise au fond, première plateforme à 18-20 km en amont ». Ce jour-là, le Tapajós était d'une beauté anonyme. Surface de plomb, nuages lourds, bordure impénétrable de forêt. La barque suivait une large courbe et tout semblait mesuré, jusqu'à ce que des taches grises apparaissent à la surface, comme si quelqu'un avait remué de la cindre dans le fleuve. Pas besoin d'être hydrologue pour comprendre. Dans ces taches vibrait le travail des pompes. Plus loin se trouvaient les pontons, des plateformes métalliques reliées par des tuyaux, d'où des moteurs hurlaient en rejetant l'eau trouble dans le lit. On y lavait sable et argile pour quelques paillettes qui faisaient oublier aux hommes les berges, les lois et la vie d'autrui. Jean-Paul Martin coupa le moteur et écouta longuement. Le bruit venait de loin, monotone et têtu, comme une mèche de perceuse. Il lança le drone. La caméra glissa au-dessus de l'eau, cadrant en dessous des clairières sombres et les dos des pontons. À l'écran, des dizaines de tuyaux aspirant convulsivement le fond et des hommes coiffés de casques de chantier se pressant entre sacs flexibles et groupes électrogènes. Une odeur d'essence flottait dans l'air. L'eau autour des plateformes était grise, plus en amont, elle restait claire. La frontière ressemblait à une ligne que ni les poissons ni les barques des riverains n'auraient dû franchir. Mais la ligne disparaissait déjà. Il tourna une courte séquence. Gros plan sur les tuyaux vibrants, panoramique sur la berge déchirée, plan large, frondaison sombre au-dessus de l'eau grise. Puis il fit descendre le drone et nota. Ils travaillent de jour, ils jugent l'endroit calme. Sont-ils armés? Rien de visible, mais probablement une garde dans la forêt. Il savait que chaque seconde de vol était un défi. Sur un ponton, on repéra le drone. 2 hommes levèrent la tête. L'un fit un geste, l'autre disparut sous un auvent. Il posa l'appareil avec douceur sur la poupe et remit le moteur en marche. En s'éloignant, il joua les pêcheurs. Vers midi, il trouva un bras qui s'enfonçait au cœur des terres. L'eau y était plus sombre, les berges plus proches. Sur le sable, des traces de campements récents. Empreintes de bottes, éclats de plastique, entailles fraîches sur de minces troncs. Il coupa le moteur et amarra la barque à une racine. Le silence sous les tropiques est trompeur. Il cache toujours quelque chose. Il sortit son dictaphone et dit tout bas. Bras au nord du chenal principal. Traces de campement de 3 à 5 jours. Odeur de carburant dans le sol.
L'objectif prit la berge, tranché net, comme au couteau. L'eau au bord était épaisse, comme une soupe d'argile. La première rencontre arriva simplement, trop simplement pour ne pas alerter. À la sortie d'un virage, une pirogue à fond plat sous bâche beige avançait lentement face à lui. À l'étrave, un homme à casquette sombre, les mains serrées sur la rambarde. Ils se croisèrent bord à bord. Jean-Paul hocha la tête. L'inconnu hocha la sienne, sans sourire. La barque passa, son moteur grondait paresseusement. 1 minute plus tard, le silence se referma, mais la sensation d'un regard demeura, comme une griffure entre les omoplates. Il accéléra. Son plan du jour s'écroula le soir venu. En principe, il devait regagner le village avant la nuit, trier le matériel, vérifier les cartes, étaler les batteries. Mais le fleuve en décida autrement. Dès la mi-journée, le courant sembla changer. La barque tirait vers la rive gauche. Le fond sonore des moteurs, au lieu de s'éteindre, se renforçait. Il comprit qu'il traçait une courbe, le ramenant vers les plateformes alors qu'il cherchait à les contourner. Les manœuvres n'y faisaient rien. Chaque nouveau bras le ramenait à la zone d'eau boueuse. Il ne paniquait pas encore. Il travaillait. Gros plan sur l'eau, raies obliques dans le ciel, bois abattu sur la berge. Un documentaire réclame des faits. Il les collectait avec l'obstination de celui qui sait que rien, sinon la matière enregistrée, ne sera de son côté. Quand le soleil se noya dans une brume, le fleuve changea de voie, grave, visqueuse. Des rares feux s'allumèrent sur l'eau. Des groupes électrogènes grondaient quelque part, et au-dessus de la lisière, 2 taches blanches de projecteurs apparurent. Il coupa son moteur, plus sûr, quand on ignore qui se trouve à proximité. Un murmure glissa sur l'eau. D'une plateforme à l'autre couraient des lumières ternes. Un peu plus loin, dans l'ombre, on devinait des carrés noirs, radeaux vides ou baraques flottantes. Il s'allongea au fond de la barque, tira la valise contre lui et masqua les voyants. On lui avait appris, la nuit sur l'eau, survit celui qui devient invisible le premier. Il gardait son téléphone en mode avion, notant les coordonnées dans un carnet. Ici, le réseau ne promettait pas le salut. Il ne promettait que des questions supplémentaires, si, par malheur, son itinéraire tombait entre de mauvaises mains. Il fit quelques notes à voix basse. Retour dans la zone des pontons. Projecteurs, au moins 3. Mouvement sur l'eau, lent, de contrôle. Puis il se tut. Une barque venait de quitter la plateforme la plus proche et traçait droit vers lui. 2 silhouettes, l'une en débardeur, l'autre sous un impair. La barque avançait sans ostentation, comme par hasard, mais trop droit pour que ce soit un hasard. Il s'assit, remit calmement le moteur en marche et donna un léger filet de gaz, tirant sa barque vers un rideau de racines, là où les arbres plongent dans un treillis serré. La barque des poursuivants n'accéléra pas. Elle se maintenait à sa parallèle. Pire qu'une chasse, c'est ainsi qu'on observe, en attendant de voir où tu tournes, qui tu rencontres, à qui tu téléphones. Jean-Paul fit mine de chercher un coin sec pour la nuit, détaillant la berge, comme s'il choisissait une souche pour s'amarrer. En lui, tout se tendit comme une corde fine. Le hasard avait pris fin. Il se rappela la conversation du matin, au quai. Le patron, appuyé sur un jerrycan rouillé, avait lâché d'un air négligent. « Ne va pas dans leur lumière. Le jour, ça passe encore. La nuit, tu ne serais pas le premier. » Cela sonnait alors comme une sagesse locale. À présent, comme un avertissement qu'il avait ignoré. Il trouva un promontoire aux arbres bas, glissa la barque sous des racines pendantes et la couvrit d'une bâche. La lumière des projecteurs n'atteignait pas jusque-là. Par précaution, il sortit un trépied compact et y fixa un micro-canon. Si quelqu'un parlait tout près pendant la nuit, il faudrait capter un son parfaitement propre. Il n'alluma pas la caméra, seulement le dictaphone. Trop de lumière, trop de questions. La nuit, sur le tapajos, n'est jamais noire. Elle est couleur de plomb fondu. Le bruit de l'eau devient la seule constante. Tout le reste se devine. Loin, quelque chose claqua. Un coup de feu ou du bambou qui éclate au feu, il ne trancha pas. Coup de feu ou bambou, cela ne change rien quand on est seul et que le plan c'est tenir jusqu'à l'aube.
Il ramena le gilet de sauvetage contre sa poitrine, prit son carnet et traça une ligne, du point de départ du matin au point présent. La ligne était disgracieuse, brisée, comme s'il trébuchait sans cesse. À côté, une brève phrase. « Ils savent que je suis là ». À un moment, le temps sembla se figer. Il écouta, et il entendit. Tout près, un froissement effleura l'eau, comme une pâle frôlant la surface et disparaissant aussitôt. Puis un second. Il se figea, retint sa respiration. Les bruits ne se rapprochaient pas, mais dessinaient des cercles autour de sa cage, comme une chatte tourne autour d'une porte close. Il tendit la main très lentement vers le dictaphone, lança l'enregistrement et chuchota. Du mouvement, petite barque, ils inspectent la berge. Un instant, il eut envie d'éteindre tout, lui, l'eau, la nuit, mais il se contenta de tirer la bâche plus bas. Si ce son entrait dans le film, le spectateur entendrait exactement ce qu'il entend lui, des hommes invisibles découpant la nuit en petits carrés d'attention. À l'aube, tout se dissipa. La brume descendit avec l'assurance d'un maître des lieux. L'eau redevint lisse. Il souleva la bâche, respira l'odeur fangeuse de la berge et s'assit. Sur l'écorce, juste au-dessus de la barque, une éraflure fraîche comme une marque de chaussure. Elle n'était pas là la veille. Il jeta un regard vers l'eau libre, pas une lueur, seulement un grondement lointain de moteur, comme une pluie qu'on croit entendre même ciel dégagé. Il nota, on a approché la barque, marque sur l'écorce, patrouille de nuit. De jour, confrontation inévitable. Il décida de ne pas retourner au village. S'il était suivi, la route du retour était celle qui mène à ceux qui attendent sur l'itinéraire. Mieux valait prendre un autre bras, entrer plus profond dans la forêt, là où subsistent des villages qui parlent encore au fleuve. Là, des témoins avaient vu l'eau changer, le poisson disparaître, les enfants renoncer à se baigner. Le film devait commencer par des chiffres et des cartes. Il commencerait par des voix, comme commence toujours la vérité, quand la statistique est impuissante. Il dégagea la barque des racines, mit le moteur au ralenti et visa le bras qui partait vers le nord. Ses doigts tremblaient, non de peur, de trop de silence accumulé. Parfois, le silence pèse plus qu'un cri. Au tournant, il fit à nouveau monter le drone, une brève reconnaissance. La caméra montra un ruban d'eau, 2 plateformes au loin, la trace noire d'une piste forestière sur la berge et un minuscule point brillant qui, une seconde plus tard, disparut sous la bâche d'une barque qui passait. Il perdit de l'altitude et posa l'appareil qu'il enfonça dans le sac. À midi, il atteignit un village sur une haute berge. Maisons sur pilotis, langues de sable, barques tirées à sec. Des enfants assis près de l'eau regardaient en silence les vagues apporter une écume grise. Une femme remuait une marmite au feu sans lever les yeux. Jean-Paul coupa le moteur et accosta. On l'accueillit sans geste ni parole, ni hostilité, ni chaleur, méfiance. Il ôta son chapeau, posa la main sur sa poitrine et dit son nom. Un vieil homme aux yeux ombrés hocha la tête et l'invita d'un signe. Il sortit dictaphone et caméra, mais n'alluma que le son. On lui confirma ce qu'il avait vu du ciel. Depuis des mois, le fleuve est devenu plus lourd. Le poisson s'est enfui. L'eau a un goût de métal. La nuit, des lumières glissent sur l'eau, portées par des hommes sans nom. Le matin, sur le sable, restent des empreintes de bottes et de caisses étranges. Un homme montra ses mains. La peau des paumes avait noirci, ses ongles se dédoublaient. Il dit que c'est à cause de l'eau. Les mots tombaient courts, comme des pierres, et chaque son ricochait. Jean-Paul écoutait et comprenait. Il avait franchi une ligne. Il n'avait plus seulement des images, il avait des voix et des visages. Cela ne se vole pas. On peut seulement essayer d'écraser ces traces. Il nota. Ils veulent parler. Ils ont peur, nécessité de masquer les voix. Ils savaient faire. Et ils savaient autre chose. Ceux qui sont prêts à parler sont toujours vus par ceux qui ne veulent pas être entendus.
Le soir, il décida de remonter encore le bras. Rentrer au fleuve pour la nuit serait risqué. Il remercia le vieil homme, laissa un paquet de piles et quelques filtres à eau qu'il gardait au cas où. Le vieil homme dit brièvement « Ne reviens pas la nuit. Ce n'est pas la nuit là-bas, c'est leur heure. » Il remonta dans la barque. Le courant tirait vers le nord, vers une eau plus sombre et plus froide. Il avançait sans bruit, comme une ombre. Dans le sac, carte mémoire, quelques minutes de drone et une dizaine de voix humaines. Tout ce pourquoi il était venu. Il pensait au final du film. Y aurait-il la gratitude de quelqu'un? Non. Il n'y aurait qu'une question. Combien vaut l'or si c'est le fleuve qui le paie? Il eut le temps d'y penser avant qu'au détour, une pirogue à fond plat sous la même bâche beige que la veille n'apparaisse, en travers du bras, barrant le passage. À l'étrave, l'homme à la casquette sombre. Le même regard, sans colère ni curiosité. Juste une décision. Jean-Paul leva le doigt de gaz et laissa sa barque ralentir. Le fleuve redevint silencieux, comme avant un orage. Il regarda la forêt, l'eau, la ligne noire de la bâche. Son film n'avait pas encore commencé que la faim lui soufflait déjà au visage. Et, tout au fond, pas très fort, monta une pensée qui glace les doigts. S'il décide que je n'ai jamais été ici, le fleuve acquiescera. Il croyait pouvoir partir avant la nuit, mais en Amazonie, la nuit ne vient pas comme le soir, elle tombe comme un coup. Pour Jean-Paul, ce coup fut le début du piège. Le fleuve ne le guidait plus, il le poussait vers un endroit régi par d'autres règles. À l'aube du deuxième jour, il mit le moteur en route et fit doucement sortir la barque du bras. La nuit lui avait laissé une lourde marque. Il avait presque pas dormi, tendant l'oreille à chaque son. Ce qui semblait le vent dans les feuilles pouvait être des pas. Ce qui ressemblait à un remous de poisson, une pale frôlant l'eau. Au matin, il découvrit une éraflure fraîche sur l'écorce, une trace de pied ou de lame. Il nota, on a approché la barque, patrouille de nuit. Ce n'était pas tant un constat qu'un aveu, on l'avait repéré. Il tenta de se convaincre qu'il restait un enquêteur, pas un fuyard. Il prit le dictaphone et enregistra ses premières impressions. Remontée du fleuve, l'eau de plus en plus sale, odeur de métal. Dans les villages, on parle de poissons malades. Sa voix restait ferme, mais une note d'inquiétude s'y glissait. La caméra captait le paysage. Berges tranchées par les pompes, panaches opaques, arbres couchés dans l'eau. Tout cela faisait partie de l'histoire qu'il était venu chercher. Mais, avec les faits, l'objectif commença aussi à capter des ombres, trop insistantes pour être fortuites. Le soleil montait lentement, la chaleur se fit immédiate. L'humidité pesait comme une couverture mouillée. Le moteur toussait, la barque longeait la rive. Il prit quelques plans. Un garçon tient un seau vide sur la berge. Une écume grise flotte sur l'eau. Une femme en jupe colorée rince du linge et détourne le visage de la caméra. Leurs regards se ressemblaient, fatigue et crainte. Il n'approcha pas, il respecta leur silencieux « ne filme pas ». Mais ce regard suffisait. La vie du fleuve avait changé, pas seulement pour la nature. Vers midi, il entendit à nouveau un grondement, monotone, saccadé, comme des groupes électrogènes. Après le virage, les pontons apparurent. Des plateformes métalliques en deux rangs, reliées par des tuyaux. L'eau bouillonnait autour, les pompes aspiraient la vase et recrachaient la boue. Des hommes s'agitaient sur les ponts, se criaient par-dessus le vacarme. Il lança le drone, le fit monter au-dessus des arbres. La caméra saisit des dizaines de tuyaux, des irisations d'essence à la surface, des berges lacérées. Soudain, un homme leva la tête et repéra le drone. Jean-Paul descendit aussitôt et posa l'appareil sur la barque. Il savait, quelques secondes de plus, et il pouvait tirer ou envoyer une barque pour voir qui file. Il tira la barque contre des racines et la recouvrit d'une bâche. À l'intérieur, l'air était étouffant, mais le silence protégeait. Il entendait une pale frôler l'eau. Puis encore, quelqu'un passait tout près. Il alluma le dictaphone et chuchota « Des barques avancent en chaîne, ils inspectent les berges ». Sa voix sonnait sourde comme venue de sous terre. La nuit s'étira sans fin.
Il tenta de fermer les yeux, mais chaque bruissement le réveillait. Ce qui, le jour, paraissait de simples coïncidences, devenait la nuit une chasse. Et il savait, le chasseur avait déjà choisi sa proie. À l'aube, il sortit de sous la bâche. L'air était lourd, saturé d'humidité. Sur l'écorce, près de la barque, une nouvelle entaille, fraîche, comme si quelqu'un avait encore vérifié sa cachette. Il nota « Deuxième nuit, approche, trace proche, ils savent que je suis là ». Ces mots étaient son dernier aveu. Désormais, son itinéraire n'était plus contrôlé ni par lui ni par le fleuve. Il l'était par eux. Il croyait encore tenir son cap, mais dans la jungle, le contrôle n'est qu'une illusion. Le troisième jour, le tapajos lui montra qu'il n'y avait plus de chemin de retour. Et c'est ce jour-là que Jean-Paul prononça ses derniers mots sur le dictaphone. Le matin commença dans un silence épais. Plus de ronron habituel des moteurs, pas même de cris d'oiseaux. Le soleil montait lentement, mais l'air restait lourd, comme avant l'orage. Il alluma le dictaphone et dit « Aujourd'hui, je vais plus loin. Les traces des pontons se rapprochent, je sens qu'on m'observe. » Sa voix tremblait malgré ses efforts pour rester calme. Il progressait dans un bras étroit. L'eau était sombre, épaisse, tachée de reflets huileux. Sur la berge, les racines s'allongeaient comme des doigts sortis de terre. À plusieurs reprises, il remarqua des traces récentes, empreintes de bottes, branches brisées, lianes coupées. Tout indiquait la présence humaine récente, mais aucune silhouette. À midi, il déboucha sur une grande baie. L'eau y était grise, opaque, et une odeur d'essence emplissait l'air. Il coupa le moteur et tendit l'oreille. Plus loin, des groupes électrogènes grondaient. Il lança le drone au-dessus des arbres. La caméra révéla tout un camp. Pontons, baraquements, fumée de feu. Des hommes couraient sur les ponts, transportant des sacs, criant des ordres. En contrebas, près de l'eau, il distingua des barques sous bâche. La sienne se trouvait à quelques centaines de mètres seulement. Il fit aussitôt redescendre le drone, mais trop tard. Un homme montra le ciel du doigt. Un autre saisit ce qui ressemblait à une radio. Il comprit, on l'avait vu. Il remit le moteur en marche et fit pivoter la barque brutalement. L'eau éclaboussa son visage. 1 minute plus tard, 2 pirogues sortirent de la baie. Elles fonçaient sur lui. Il accéléra, mais le moteur hurlait, la coque tremblait. Le dictaphone s'enclencha à nouveau. 2 barques me poursuivent, j'essaie de fuir, nord-est. Si quelqu'un retrouve cet enregistrement, ils sont armés. Sa voix se brisa en un râle. Il s'engouffra dans un bras, mais les poursuivants restaient aux trousses. La forêt se resserrait, les racines plongeaient droit dans l'eau. Il vira brusquement et s'enfonça dans les fourrés. La barque se coinça entre les racines. Il jeta le sac sur ses épaules, empoigna la caméra et le dictaphone et se lança sur la berge. Combien de temps courut-il? 1 minute ou 1 heure? Il ne le sut pas. La jungle formait un mur, le sol glissait, sa respiration était tachée. Derrière, des voix, le bruit d'un moteur, des branches qui cédaient. On le poursuivait. En courant, il parlait au dictaphone. « Je traverse la forêt, des hommes derrière moi, j'entends leur voix. Si quelqu'un écoute ceci, ne croyez pas qu'il s'est perdu. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas seul. » Ces mots seraient les derniers. Le soir, des pêcheurs retrouvèrent sa barque. À l'intérieur, rien qu'un gilet de sauvetage détrempé et quelques bouteilles en plastique. Sur l'écorce d'un arbre, près du campement, une entaille grossière. Signe ou trace? Nul ne sut dire si Jean-Paul l'avait gravé ou si c'était ses poursuivants. Les recherches officielles commencèrent le lendemain. La police reçut l'alerte. Un étranger n'est pas revenu au village. On l'a vu pour la dernière fois en amont. Les secours fouillèrent les bras, élitreillèrent des embarcations, interrogèrent les habitants. Ils trouvèrent des morceaux de bâche, un couvercle de caméra et un dictaphone. Sur les enregistrements, sa voix paniquée. « 2 barques derrière moi, je cours dans la forêt, ce n'est pas un hasard. » Puis un fracas, une chute. Ensuite, le silence. Ni son sac, ni ses caméras, ni son corps ne furent retrouvés. Le fleuve l'avait avalé.
Ainsi s'acheva le 3e jour de son expédition. L'histoire, qui devait être un film sur la nature et les hommes, devint l'histoire d'une disparition. Au moment où ces derniers mots furent gravés sur la bande, il cessa d'être témoin pour devenir lui-même une part du mystère. 2 semaines de recherche plus tard, on ne retrouva que le dictaphone. Tout le reste s'était évanoui, comme si rien n'avait jamais existé. L'histoire de Jean-Paul Martin devint une énigme, où chaque preuve bute contre le silence et où les réponses se noient dans l'eau trouble. Quand il ne revint pas au village, l'alerte fut donnée par les habitants. Un étranger qui filme trop et disparaît trop longtemps, c'est toujours suspect. Les autorités alertèrent la police et 2 jours plus tard débuta une opération. Officiers, volontaires et quelques pêcheurs. On fouilla les bras, on souleva des barques en hélicoptère, on interrogea les villages. Mais les résultats furent désespérément maigres. 3 kilomètres en amont, on retrouva sa barque, vide, à moitié coulée, coincée dans les racines. Aucune trace du sac ni des caméras. Seulement le gilet de sauvetage, gisant au fond, et quelques bouteilles en plastique. Sur l'écorce d'un arbre, une entaille maladroite. Personne ne sut dire si elle était de lui ou d'un autre. Quelques jours plus tard, les secouristes découvrirent le dictaphone, posé dans l'herbe. Une partie des fichiers effacés par l'humidité, mais certains restaient audibles. On y entendait sa voix. « 2 barques derrière moi, je cours, ce n'est pas un hasard. » La dernière piste se terminait par un craquement et une chute, puis seulement le bruit de l'eau. Ni corps, ni matériel, ni effets personnels ne furent jamais retrouvés. Les hypothèses se multiplièrent. La plus simple et la plus commode pour les rapports, il s'était perdu. Il avait pris trop de risques, trop profondément dans les bras, perdu l'orientation, épuisé ses forces. L'Amazonie est impitoyable. La fatigue, la maladie, l'humidité peuvent briser n'importe qui. Mais cette version s'accordait mal avec ses enregistrements. Il disait clairement « Je ne me suis pas perdu, des hommes me suivent ». Une autre version, l'accident. Il aurait pu tomber à l'eau et le courant l'aurait emporté. Le Tapajós est large et violent, même les plus aguerris s'y noient. Mais cette hypothèse n'expliquait pas l'absence de sac ni de caméra. L'eau n'emporte pas les objets de façon sélective. Enfin, la 3e, la plus inquiétante. On l'avait remarqué. Un étranger avec une caméra filmant la destruction des rivières et de la forêt. Une menace. Et ici, on ne tolère pas les menaces. Les habitants l'avaient dit, la nuit, ils circulent. Si tu déranges, le matin, tu n'es plus là. Mais ni la police ni les autorités n'osèrent confirmer officiellement. Pour sa famille en France, ce fut un choc. Ses parents vinrent au Brésil, participèrent aux recherches. Ils tinrent dans leurs mains son dictaphone, écoutèrent ses derniers mots, et chaque fois, leur visage se figeait. Sa mère déclara à la presse « Il était venu montrer la vérité, et le fleuve l'a englouti avec lui ». En Europe, ses collègues le décrivirent comme un courageux, convaincu que le rôle du documentariste est de témoigner, même au péril de sa vie. Les articles disaient « Jean-Paul Martin a disparu sur le Tapajós en voulant révéler ce qui se passe au cœur de l'Amazonie ». Mais aucun n'apporta la réponse essentielle « Cette vérité valait-elle le prix qu'il a payé ?» Aujourd'hui, dans les villages du fleuve, son nom est rarement prononcé. Certains disent avoir vu sa barque pour la dernière fois, d'autres avoir entendu un bruit de poursuite, mais tous ajoutent la même phrase. Mieux vaut ne pas demander. Ici, la peur est plus forte que la mémoire. Son histoire reste ouverte. Pas de corps retrouvé, pas de caméra, pas de parcours reconstitué. Rien qu'un dictaphone avec une voix qui ne répondra plus. Et c'est cela qui la rend encore plus terrifiante. Que s'est-il passé pour Jean-Paul Martin sur le Tapajós? La forêt l'a-t-elle pris? Le courant l'a-t-il emporté? Ou bien des hommes qui ne veulent pas de témoins ont-ils effacé son existence? Et vous, qu'en pensez-vous? Aurait-il pu survivre, ou bien cette histoire restera-t-elle à jamais au-delà de la ligne tracée par le fleuve? Écrivez vos pensées en commentaire, car ce sont de tels mystères qui révèlent à quel point l'homme est fragile face à la jungle et à ceux qui se dissimulent dans son ombre.